pour moi, ça sera jamais assez, puisque le problème est toujours là. Au plus profond de moi, je sais que quelque part, il y a une femme en ce moment qui subit d'injustice sociale. Et si cette femme, j'ai pas encore atteint l'objectif où elle peut écouter ou voir mon travail ou écouter les témoignages de mon travail, ça sera jamais assez. Je pense que je serai jamais satisfaite. Voilà, on va commencer notre podcast. Pamela, je te trouve trop sapée aujourd'hui. Ah ben bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Nibia mudamu. Nibia malaini maraha maraha. Non, mais il fallait. En tout cas, sachez que Pamela est bien sapée aujourd'hui. Que ce soit la montre, le je bijou. peux me lever si tu veux. Non, ne te lève pas s'il te plaît. Mais c'est bizarre que depuis tous ces temps, on se connaît, on n'a jamais fait un podcast ensemble. Je sais pas, j'ai jamais compris non plus. Il fallait attendre le bon moment. Ce n'est même pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment? Non. Puis on arrête ce podcast. Donc dans ce NNP podcast, nous avons eu la chance, le privilège même de recevoir Pamela Tulizo. Pamela Tulizo est une photographe documentariste, gagnante du prix Dior. Metteur en scène. Metteur en scène. Ouais. Ça, je savais pas, c'est nouveau. Oui, c'est nouveau parce que avec ma démarche artistique qui a migré un peu, je ne suis plus seulement photographe documentariste, mais maintenant je suis photographe documentariste, metteur en scène. Donc Pamela aura l'occasion de nous parler de tout ce qu'elle est, parce qu'elle est vraiment beaucoup. Je vais lire quelques lignes ici. Elle est gagnante du prix Dior de la photographie et des arts visuels pour les jeunes talents. Fondatrice de Tulizo Space et Laini Shop. Comprenez vraiment qui elle est. Karibu Pamela, et c'est un privilège avec tout le temps que tu es sollicité, mais tu as dit cette matinée, je la réserve à NNP Podcast. Ouais. Nous sommes suffisamment honorés. Karibu. Merci à toi, merci pour l'invitation. Je suis assez honorée. J'ai pas hésité quand tu m'as dit, donc c'était un plaisir et ça reste toujours un plaisir. Et je pense que ça sera assez intéressant. Peut-être on va commencer par la petite histoire de qui est vraiment Pamela Tulizo. Où est-ce que tu es née, où est-ce que tu as grandi et quelles étaient les inspirations, les aspirations pendant que tu grandissais dans cet environnement d'enfance? Alors, comme tu as dit, je m'appelle Pamela Tulizo. Ça, c'est mon nom d'artiste, mais mon nom, c'est Tulizo Kamale Pamela. Je suis née à Bukavu et juste quand j'ai eu 2 ans, on est arrivé à Goma. Donc, j'ai grandi ici à Goma, j'ai fait mes études ici à Goma, primaire, secondaire, universitaire. Et après mes études universitaires, j'ai fait mes études de photographie en Afrique du Sud, à Johannesburg. Pour parler de mon enfance, c'était pas assez intéressant. J'étais très timide quand j'étais enfant. Ça se voit pas pourtant. Je pense que j'étais très timide. Je faisais pas même mon adolescence n'était pas assez intéressant. J'ai pas fait assez de choses extraordinaires. J'ai jamais été aux promos scolaires. Une fois, j'ai failli défiler, mais quand j'ai juste vu il y a le public et tout, je me suis dit, et si mon père était là? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai juste pris mes clics et clacs et je suis partie. Donc j'étais assez timide, assez posée comme enfant, mais j'étais très observatrice puisqu'on était une famille très nombreuse, on l'est toujours. Donc il y avait beaucoup de gens chez moi. Et la seule chose qui m'intéressait, c'est la façon dont, dans ma famille, dans ma communauté, on traite la femme. Que ça soit la femme ou la fille ou la petite fille. C'était assez traumatisant, mais assez intéressant aussi, parce que ça m'a un peu forgé. Mon caractère, tout ce que j'ai fait, ça commençait par là. La façon dont mes frères, mes oncles paternels, mon père et tout traitaient la femme, genre avec des traditions, bien sûr, avec des cultures qui ne favorisent pas l'épanouissement de la femme, ni le développement social de la femme. Et aussi, la chose qui m'a fort inspirée, je pense, je suis en train de répondre à la deuxième question directement, c'est que le fait de grandir dans ce genre de famille, tu es très réservé, mais tu apprends beaucoup. Donc, j'ai appris beaucoup. À un certain moment, je détestais certaines choses, soit les hommes, le mariage, parce que ce que je voyais ne m'inspirait pas vraiment positivement par rapport à tout ça.
Et au fur et à mesure, un jour, à un moment, avec ma mère surtout, et aussi ses amis, à chaque fois quand il y a une petite discussion dans la maison, tu sens que personne n'est heureuse dans la façon de rester dans la maison, avec son mari, avec sa famille. Tu sens qu'il y a toujours des problèmes et ça ne te motive pas d'aller dans la même direction. Et puis au fur et à mesure, après, quand je commençais ma carrière, je commençais en tant que journaliste et c'était assez compliqué au début. Mais après, quand il fallait les dire à mon père et que quand il m'a répondu que c'est pas possible, c'est pas quelque chose que je dois faire parce que c'est un travail d'homme. Et c'était comme les déclencheurs de tout. Parce que je me suis demandé qui je suis, c'est quoi vraiment mon rôle dans la société, est-ce que mon histoire est déjà écrite, je dois grandir et puis faire ça et ça et ça, parce qu'il m'a dit trouve-toi un mari, marie-toi, fais des enfants, fais ce que tu dois faire, genre. Et ça m'a poussée à m'étudier moi-même à travers d'autres femmes. Et voilà un peu. Ok. Avant de peut-être parler beaucoup plus de ta carrière en tant que photographe et tout ça, il y a quelque chose qui me passe par la tête avec tout ce que tu as eu peut-être à vivre, les femmes que tu as eu à côtoyer, les amis de ta maman. En écoutant leur histoire de famille et tout ça, quel genre de personne tu es devenue et comment cela joue sur ta vie actuellement en tant que femme également, au foyer et maman? En un mot, je peux dire militante. Non seulement de mes droits, mais aussi des autres. En tant que maman, quand tu deviens maman, la vie change, tout devient différent. Mais avec l'histoire de ma mère et ses amis et tout, et même mes amis, ça m'a fort donné l'envie de me battre pour ce que je veux, pour qui je veux devenir et mes convictions. Et ça, c'est dans tous les domaines, que ça soit au travail, dans la société, dans la communauté, dans mon foyer. C'est jamais assez tic-tac, genre 1 + 1 = 2. Donc, c'est très compliqué, mais c'est pas une raison pour ne pas le faire. Ouais. Est-ce que tu penses que le fait de ne pas connaître ses droits ou le fait de ne pas militer assez faisait à ce que ta maman ou les femmes autour d'elle se sentaient, n'avaient pas la joie dans leur foyer d'une manière ou d'une autre? Oui. Comment c'est là? Il y a plusieurs facteurs. Premièrement, c'est depuis la nuit du temps. Dès le début, quand il y avait des lois, des règles, des traditions, les traditions étaient faites par les hommes. Par exemple, nos ancêtres et tout ça. Et c'était jamais fait pour permettre à la femme de se développer. Genre, tu ne peux pas participer aux réunions, tu ne peux pas manger ceci, tu ne peux pas aller là-bas, tu ne peux pas faire ceci. Et au fur et à mesure, la femme grandissait. Dans sa tête, elle savait, OK, je dois faire ça et pas ça. Et ça s'est transmis de génération en génération. Donc déjà, les traditions, les coutumes ne favorisent pas cela. Et aussi, il y a cette ignorance, je pense, parmi nos mères, nos grands-parents et tout. La plupart ne sont pas informés par rapport à leurs droits. Et même quand on parle de droits à l'école et tout, on n'insiste pas ou on ne dit même pas par rapport aux droits de la femme. Donc, on parle de droits en général, mais... je vais dire, même dans le système aujourd'hui, je pense si même on fait 2 pas, 3 pas dans la rue, tu demandes 4, 5 femmes, bien sûr, elles vont te citer peut-être 2, mais vraiment le droit de la femme, c'est pas assez communiqué aux femmes. Et ça fait à ce que, cette ignorance fait à ce que les femmes pensent que ce qui est en train de se passer est normal. Vu que ta maman, c'était la même chose, son amie, ta grand-mère et tout, ça se répète et on pense que c'est ça la normale des choses. Pourtant, c'est pas ça. Et cette éducation surtout, ça fait à ce que on ne sait pas où aller quand il y a abus. Donc, quand tes droits sont violés, tu n'es même pas au courant que c'est violé. Parce que tu ne sais même pas que ça, c'est pas normalement fait à toi. Donc, tu ne sais pas où aller, qui voir, qui demander. Et même pour celles qui sont au courant,
Quand tu vas consulter, par exemple, quand tu as été battue, tu es femme battue, tu as subi des violences conjugales. Quand tu vas consulter, par exemple, après, l'homme, il sort toujours gagnant parce qu'il y a la corruption, parce que le système n'est pas fait pour la femme. Tu dois aller voir les ONG, tu dois recourir. Et à force de le faire, après, tu peux te fatiguer et tout ça. Et puis, quand tu demandes conseil, quand tu demandes, les autres femmes te disent, mais pourquoi tu te plains? Même moi, c'est la même chose, mais je me plains pas. Après, tu es découragé même par d'autres femmes. Et ça m'a poussée à savoir un peu plus sur mes droits, sur ce qui est normal pour moi et ce qui n'est pas normal pour moi. Ce que je peux ou ne pas subir. Est-ce que tu penses que c'est un problème de compréhension seulement de droits de la femme ou c'est un problème de compréhension universelle de droits de l'homme, de droits et de devoirs de l'homme d'une manière générale? Parce que moi, j'imagine que c'est là se trouve le problème. La compréhension des droits de l'homme et des devoirs fondamentaux de l'homme envers l'homme. Oui. Jerry, au début, avant même de parler de ça, il y a déjà un problème. Parce que il y a là où on parle de droits de l'homme et après on parle de droits de la femme. Donc c'est comme si la femme ne fait pas partie des hommes. Tu vois, déjà ça, c'est un problème. Parce que on parle de droits de la femme, on parle de droits de l'homme. Il y a, même ça, on ne comprend pas. Parce que déjà, l'homme, c'est la femme. Donc, déjà, automatiquement, on devrait savoir, OK, je pense que tu ne pourrais pas être content que tu sois violé. Et pour moi, c'est la même chose. Tu ne peux pas être content, par exemple, que tu sois homme battu. Et moi, c'est la même chose. Alors, pourquoi on parle de droits de femme et pas le droit de l'homme? Pourquoi c'est quelque chose qui est venu à côté comme genre, OK, privilège, OK, voilà, on peut faire un peu plus pour eux, genre comme si c'était, ça m'énerve à chaque fois où juste le fait de femme, entre guillemets, c'est un problème. Par exemple, aujourd'hui, il y a plein de choses qui vont se passer puisque c'est le 8 mars. Et si tu entends les autres ou les hommes et tout, ils vont dire, ni Billy Banamouk. Genre, Billy Banamouk. Tu tout mais genre, quelque chose comme ça. Dans le sens où personne ne nous prête même plus l'oreille. Parce que, OK, on fait des bruits, on parle et tout. Mais des fois, on parle, on ne sait même pas de quoi on parle. Parce qu'on parle de droits de femmes. Aujourd'hui, c'est pas une fête. Enfin, pour moi, c'est pas une fête. C'est une journée où je parle de mes droits, je prends conscience de c'est quoi mes droits, qu'est-ce que je dois faire par rapport à mes droits. Mais c'est pas une fête genre et tout où je dois porter par exemple le pagne et là. Ça c'est pas mon délire. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que je fais partie de l'humanité. Est-ce que je fais partie des hommes? Et si je fais partie des hommes, pourquoi mes droits ont un autre cahier à côté? Genre comme si, OK, et les femmes aussi. Parlons de femmes. Comme si, genre, OK, voilà, tout le monde est malade, mais elle est plus malade. On est tous égaux devant la loi. Et la question de droit, c'est pas une question féministe. C'est une question universelle qui regarde tout le monde, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, que ce soit les enfants, ça regarde tout le monde. Bienvenue sur le NNP Podcast où nous discutons avec différents invités sur l'industrie créative et la croissance économique en République démocratique du Congo. Ce podcast est présenté par Ali Kahashi, directeur créatif à Niragongo Goma Production, l'unique entreprise de production multimédia à Goma, et parmi les rares en RDC à produire du contenu multimédia de qualité qui éduque, inspire et divertit. Donc, vous avez eu à vivre avec des femmes qui n'étaient pas contentes dans leur foyer, tout simplement parce que elles se sentaient lésées d'une manière ou d'une autre. Cela a créé à vous votre propre caractère qui est celle de la lutte. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez dans la photographie pour faire votre lutte. Bon, je sais pas si c'est pour faire votre lutte, vous allez nous en parler. Comment vous vous êtes retrouvés dans la photographie? Pourquoi pas l'ingénierie, la médecine et tout? Pourquoi seulement la photographie? Pourquoi la photographie? Parce que avec la photographie, j'ai la chance ou l'opportunité de dire
tout haut, c'est que je pense tout bas. J'ai commencé en tant que journaliste, je l'ai dit, et je n'étais pas assez libre. Enfin, quand on dit liberté de presse et tout ça, c'est des conneries. J'étais pas assez libre de dire ce que je pense comme je le veux. Je devrais suivre, Et après, comme j'étais en contact avec les appareils et tout, la photographie pour moi, c'est juste, je peux utiliser comme lance-voix. Genre, j'ai dit tout sans rien dire. Et voilà pourquoi, parce qu'au début, quand je faisais les photos documentaires, je sentais comme s'il y a un truc, il y a quelque chose qui n'est pas là. Parce que je veux tout dire sans rien dire. Voilà pourquoi, au fur et à mesure, ma démarche a changé, a évolué, pour arriver à un point où je peux faire un film sans le film. Genre, tu vois une photo, c'est un film, tu vois tout, tu vois le début, milieu et fin, sans que ça soit un film. C'est comme ça que je suis tombée dans la photographie. J'ai appris petit à petit avec des amis qui étaient déjà photographes. C'est vrai que c'était pas assez facile puisqu'il fallait s'imposer en tant que femme dans le milieu, puisqu'il y avait pas beaucoup de femmes quand je commençais. Il y avait, je pense, 2 journalistes femmes, mais en termes de photos documentaires, il y avait pas. Je ne sais pas pour le moment il y a déjà combien, mais il n'y a pas beaucoup. Donc c'était pas assez facile quand tu attends des gens parler autour de toi, même à côté de toi, parce que j'étais toute petite, tout skinny, avec un sac, avec l'appareil photo, et tu attends des gens à côté qui disent « Ah, laissez-la, on donne seulement 6 mois. Elle va se marier et puis c'est fini, elle va laisser. » Et tout ça, ça m'a donné le courage de continuer, de donner plus que ce que j'ai pour non seulement me prouver à moi-même que je suis capable de le faire, mais aussi prouver à la communauté que, OK, le travail n'a pas de sexe. Que tu sois femme, que tu sois homme, tu es capable de faire tout ce que tu veux. Après, j'ai enchaîné de formations et tout. Après, je suis partie en Afrique du Sud où j'ai vraiment étudié maintenant la photographie avec des devoirs. C'était, oh là là, autant de leçons par jour et tout. C'était très difficile. J'ai débarqué en Afrique du Sud, je savais même pas un mot en anglais et je devrais étudier en anglais. Donc, tu te réfléchis 2 fois très rapidement. Mais voilà, c'était assez capital pour moi et ça m'a permis, afin de revenir et voir la photographie d'une autre manière. Quand est-ce que tu as compris que tu pouvais mener ta lutte à travers la photographie? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi le moment déclencheur? Est-ce que tu es entré dans la photographie parce que tu savais exactement ce que tu allais faire avec la photographie, ou comment ça s'est passé pour que tu amènes ta lutte dans la photographie? Au début, quand je commençais, je prenais tout ce qui bougeait. En tout cas, tous les enfants, les fleurs, tout. Paysages, portraits, en tout cas, tout ce qui bougeait, sans aucune formation. Et ce qui m'a forgé, c'est le parcours lui-même. Puisque quand tu arrives à un endroit ou dans une communauté ou quelque part et on te sous-estime directement parce que tu es une femme, sans pour autant voir ton portfolio, on te sous-estime directement. Et quand après, les gens reviennent vers toi. « Ah, pardon, je m'excuse, madame, là. » Pour moi, c'est ça, genre. Est-ce que tu peux nous raconter une expérience concrète où Il y en a beaucoup. Que ce soit dans le festival à Mani, parce qu'au début, pour financer, par exemple, mes formations et tout, je faisais des photos de mariage. Une fois, je suis arrivée, c'est le marié qui m'a contactée pour les photos de mariage. Je suis arrivée le même jour de mariage. Et puis, j'arrive chez la mariée. La femme. La femme, oui. Et puis, j'ai dit, OK, bonjour, là. Je suis Pamela Tulizo, c'est moi qui va photographier votre mariage. Elle dit, hein? Une femme? Et il a commencé à appeler son mari. Mais c'est quoi ça? Mais c'est une petite fille. Qu'est-ce qu'elle va faire? En plus, c'est une femme. Et tout. Il y a plein de photographes. Comment? Son mari lui a dit, mais attends, tu vas voir.
Pendant que tu étais là J'étais là, Jerry, j'étais là. C'était quoi ton sentiment? J'étais genre, je voulais pleurer, mais comme je ne pleure pas facilement, donc j'ai pas pu. Donc je ne sentais même plus mes pieds, puisqu'il y avait tout le monde. Oui. Elle a appelé devant moi, genre, c'est quoi ça, et tout, et tout. Elle a fait la crise de mariée et tout. Mais après un moment, tu sens que, et puis tu reprends tes esprits. Et ces jours-là, j'ai donné le meilleur de moi-même. J'ai pris les photos très, très bien et tout. Même tout ce que je ne pouvais pas prendre, j'ai pris. Même tout ce qui n'était pas dans mon contrat, même les jours d'après-demain, Fungola Mafiga et tout. J'ai tout pris. Et après, j'ai imprimé les photos, j'ai amené. Et l'homme était là et la femme aussi était là. Et quand elle a vu les photos, c'est elle maintenant qui a pleuré. Elle était choquée. Elle était choquée de ouf, genre, je m'excuse, pardonne-moi, je ne savais pas et tout. Quand je t'ai vu directement, j'ai jamais vu de femme photographe. Pour moi, c'était, voilà, mes photos vont être archi nulles et tout. Après, l'autre histoire que j'ai dit que les gens disaient à côté de moi, on lui donne 6 mois, après il va se marier et puis c'est fini. C'était dans le festival Amani, des gens que je connais très bien. Juste à côté de moi, j'écoute et tout, en train de les dire. Et voilà, donc... pour d'autres personnes, c'est pas bien, mais pour moi, ça m'a fort aidé. Ça m'a donné le courage, ça m'a donné mon caractère. Et au fur et à mesure, ça me permet de voir, c'est quoi le problème dans la société lié à l'identité féminine? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Et à travers mes photos, j'essaye non seulement de dénoncer l'injustice sociale faite à la femme, mais aussi de redorer cette image de la femme, caricaturée un peu, mise dans une boîte, dans un rôle social traditionnel que la société a mis pour donner une autre image de la femme qui a 1000 possibilités. Je crois que cette génération, on a vraiment eu ces grands problèmes. Que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Je crois qu'il y a un problème de qui je suis. Ou comment je me vois dans le regard des autres. Et des fois, on a peur d'avancer parce que tout simplement, on ne sait pas ce que les autres vont dire de nous. Ouais. Et tout ce que moi j'ai compris pendant que, bien sûr, on est en train de grandir en tant qu'organisation à Nirago Ngoma Production, c'est que dans la vie, j'ai compris qu'il faut toujours savoir faire des preuves. Comme toi, tu as eu ce courage d'affronter les critiques même à chaud. Devant les critiques toi, à chaud. Je me demande si c'était moi j'allais carrément claquer la porte et dire non, moi je pars. Je pars. Ça c'est pas une façon de mais penser. Si ce jour-là j'étais partie, elle aurait gagné. Elle aurait gagné, ouais. Bien sûr. Et pendant que tu évolues avec ta carrière de photographe, documentariste et scénariste, comment tu te vois redonner la force à cette femme-là que tu es? À un moment donné, tu t'es sentie mise à terre parce que tout simplement, tu étais femme. Comment toi, tu retransmets cette énergie à d'autres femmes à travers ce que tu fais comme travail? Oui. Tout simplement... racontant leur histoire. Parce que moi-même, ça m'a aidé à travers les histoires des autres. Tu vois une femme qui traverse quelque chose que toi, si ça t'arrive, tu es dead. Mais elle est assez forte. Jerry, les femmes, je sais pas comment te les dire, mais elles sont fortes au point où je ne sais pas l'expliquer. Et à chaque fois que je raconte une histoire, à chaque fois je parle d'un problème, de l'injustice et tout ça, quelque part, ça inspire une autre femme. Quelque part, ça donne le courage à une autre femme. Ou ça donne même, genre, tu passes à l'action. OK, moi aussi, je fais ça. Je suis très contente parce que, au fil du temps, j'ai inspiré même une femme qui est devenue aujourd'hui photographe. Même une, il y en a beaucoup, mais même une, pour moi, c'était ça l'objectif. Qu'on ne dise pas, OK, la seule photographe documentariste de Goma. Ça donne l'impression que c'est une anomalie. Quand on présente, OK, aujourd'hui, on a reçu 10 photographes et parmi eux, une femme. Genre, un problème. Genre, OK, les gens et puis l'autre. Oui.
Pourtant, tu es photographe. Mais pourquoi on dit, OK, on a réussi du photographe et parmi eux, une femme? Je suis une personne. Et traitez-moi en tant que telle. Le fait de dire, OK, voilà, c'est une femme, OK, privilège et tout. Est-ce que tu sais que la phrase qui dit « les femmes d'abord », c'était même pas une chose merveilleuse pour nous? Moi, je n'aime pas cette phrase. Parce que cette phrase, elle est venue comment? Pendant, je pense, je sais pas, je vais me tromper, c'est sûr, mais c'était soit pendant la guerre froide ou la Deuxième Guerre mondiale, quelque chose comme ça. Et quand, par exemple, il y a des gens qui marchent dans la rue et que, par exemple, il y a des bandits de l'autre côté, on disait, OK, les femmes d'abord. Si la femme passe, elle est tuée, OK, on change de route. Si la femme passe, elle n'est pas tuée, OK, on y va. C'est vrai? Ouais, je te jure. Parce que si la femme, elle est tuée, c'est pas grave. C'est pas si grave que ça. Donc, je crois que aussi, c'est vraiment très bien comme tu es en train de faire ce travail où tu amènes les femmes à partager leurs histoires ou à partager les histoires de la femme. Parce que tout commence par l'inspiration. Elles ont besoin d'être inspirées. Donc, c'est très important d'avoir plusieurs Pamela Tulizo qui travaillent sur la question des femmes pour partager avec d'autres femmes. Que leur histoire n'est pas l'unique histoire. Donc, il y a plusieurs discriminations. Même les hommes, c'est la même chose. Même les hommes doivent faire de preuves. C'est pourquoi je t'ai dit, il faut parler de droits de l'homme. Et parce que je suis sûre, je suis consciente qu'il y a des hommes qui sont maltraités, qui subissent des violences ou d'injustices et tout. Ça existe. Mais ce que je demande est que, devant la loi, qu'on soit égaux. Si c'est l'injustice qu'on a faite pour moi et tout, qu'on en parle comme si on en parlait pour Jerry aussi. C'est tout simplement ça. Exactement. Donc, on est humains tous. Donc, on devait avoir tous le même droit, le même devoir, aussi comprendre qu'est-ce que je dois à l'autre, que ce soit une femme, que ce soit un homme. Qu'est-ce que je suis censé faire à l'autre, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Humainement parlant. Voilà, comme des humains. Et Pamela, pendant que tu fais ton travail, j'imagine qu'il a évolué sur le temps. Tu peux nous parler de comment tu parviens à organiser tout ce que tu fais, comment tu pars de la photographie jusqu'à d'autres activités extra-photographie. Comment cela se combine, comment cela est arrivé également? Je pense que ça se complète. Je pense que tu connais, j'adore la mode et ça influence beaucoup mon travail. Dans mon travail, on retrouve la mode. Le fait d'entreprendre dans la mode, c'est juste pour permettre non seulement aux femmes, surtout les femmes, de mieux se sentir. Parce que ça c'est moi, c'est personnel. Si je suis pas bien psychologiquement à l'intérieur de moi, je ne sais rien dégager. Donc ça influence beaucoup mon travail. Il y a beaucoup de couleurs, la mode, le make-up, les cheveux, les accessoires. C'est parce que aussi ça rentre dans l'identité africaine. Je ne fais pas vraiment le photo en noir et blanc par choix parce que je vais donner assez de couleurs, assez de vie à mes photos. Et ça rentre aussi dans le business ou dans la mode. C'est assez coloré, axé à tout le monde, tout type de femmes, morphologie et tout. Et assez accessible dans le sens, moins cher, moyen, cher, quelque chose comme ça. Non seulement de permettre à la femme de se sentir mieux dans sa peau, mais aussi de contribuer un peu à l'évolution de la mode dans la ville. Et quand on parle de l'entrepreneuriat culturel, c'est une autre histoire un peu fou qui a commencé dans ma tête il y a très longtemps, quand j'avais pas accès à de formation. Donc, je pouvais avoir de formation, mais en dehors du pays. C'était assez compliqué et là, j'ai eu l'idée de créer un centre de formation qui donne privilège aux femmes pour apprendre l'art en général, mais aussi parler de droits de la femme, parler de droits de l'homme, parler de l'entrepreneuriat féminin, donner l'espace aux femmes de montrer leur travail en tant que femmes artistes. Parce que l'idée ou même l'image de la femme dans l'art est assez caricaturée. Quand tu dis seulement, OK, je vais être danseuse, on voit directement une pute
Quand tu dis, OK, je veux être ceci ou cela, directement, tu es mise dans une boîte. Et l'objectif, c'est de montrer le travail de la femme dans l'art pour décoloniser un peu cette image, montrer l'évolution de la femme dans l'art. C'est vraiment une aventure assez fou, puisque les systèmes du pays ne favorisent pas l'évolution ou l'épanouissement des centres comme ça. Donc, j'ai tout commencé moi-même. C'est toujours difficile. Jusque-là, je suis toujours moi-même. Bien sûr, il y a 2-3 partenaires dans tel ou tel autre programme, mais dans le sens artistique, de formation et tout, on est encore tout seul. J'essaie, le peu que je trouve, j'essaie de financer de formation et tout pour permettre à la femme et les jeunes, la nouvelle génération, d'avoir accès à des formations de qualité, mais aussi montrer leur travail et voilà, changer un peu l'image de l'art dans notre communauté. Actuellement, s'il faut parler du bilan de ton travail, jusqu'où tu es arrivé à porter la voix de la femme, s'il faut parler de votre centre aussi, combien de femmes avez-vous eu à transformer ou à encadrer dans l'art? Je pense que j'avais commencé avant que le centre ne soit là. Plusieurs femmes m'ont approché, même celles qui ne sont pas intéressées par la photographie, m'approchaient pour telle ou telle autre question, comment faire son dossier, comment je peux faire pour accéder aux formations, aux résidences, aux expositions, aux festivals. Donc, j'ai commencé il y a très longtemps. En termes de chiffres, je ne sais pas les dire. Mais moi, personnellement, l'objectif, c'était même d'inspirer In. Pour moi, c'était déjà assez. Et aujourd'hui, elles sont plus d'une, donc c'est déjà bon. Et personnellement, par rapport à mon travail, je pense que ça sera jamais assez. Avec les opportunités et tout, ça ne sera jamais assez. Il y a un travail double identité que je voulais vraiment que ça aille très loin. Parce que c'est un message universel qui visait le monde extérieur. Et voilà, c'était bon, c'était arrivé avec le prix Dior et d'autres séries aussi. Mais c'est en train d'évoluer, ce n'est pas comme c'était avant, c'est en train d'évoluer. Et à chaque fois que je vois qu'une femme ou même dans mon entourage, quand on discute, OK, moi je sais qu'il faut que tu fasses ça et ça et ça et ça, et que ça marche, je suis assez satisfaite. Je suis pas prête d'arrêter. Je vais continuer jusqu'à ce que, voilà. Après, je sais qu'après moi, il y a d'autres personnes qui vont continuer. C'est pourquoi c'est important pour moi de former la nouvelle génération pour que, après, quand je suis plus là, qu'il y ait des gens, qu'il y ait des personnes, des femmes, des hommes qui peuvent continuer la lutte, qui peuvent continuer la sensibilisation, qui peuvent continuer le même travail que moi. Bienvenue sur le NNP Podcast, où nous discutons avec différents invités sur l'industrie créative et la croissance économique en République démocratique du Congo. Ce podcast est présenté par Ali Kahashi, directeur créatif à Nyiragongo Goma Production, l'unique entreprise de production multimédia à Goma, et parmi les rares en RDC à produire du contenu multimédia de qualité qui éduque, inspire et divertit. Pour ceux qui ne savent pas, la série Double Identité, c'est une série qui a consisté à prendre les histoires des femmes représentées dans les médias au niveau international vers la réalité. Est-ce que tu peux un peu rapidement nous parler à quoi consistait la série Double Identité et son impact? Bien sûr, tu as un peu parlé, mais bien sûr, ça a eu vraiment ce qu'on appelle impact. Ouais. Alors, la série Double Identité, c'est une série que je fais à Goma, sur la femme de Goma. Parce que moi, j'ai évolué à Goma, donc forcément, j'ai ma façon de voir la femme à Goma. Et ça me faisait très mal quand tu tapes sur Google femme à Goma, tu as que des images de femmes violées. Tu as des images de femmes qui pleurent, tu as des images qui ne donnent aucune force à la femme. Pourtant, je sais que la femme de Goma est très forte. C'est une femme qui a beaucoup d'espoir, qui se bat tous les jours, qui a des rêves, qui fait des choses extraordinaires. Mais celle qui est souvent représentée, c'est cette femme qui est faible. Alors, ce que je ne peux pas nier est que la guerre existe. Et des atrocités se font au Nord Kivu. C'est une réalité, c'est quelque chose qui existe et que je dénonce. Et à côté de ça, il y a aussi la vie.
il y a des gens qui se battent tous les jours pour survivre, pour aider leur famille, pour devenir quelqu'un dans la vie. Et cette femme-là est à côté de celles qui souffrent. Que faire? Ce sont toutes des femmes. Et pour moi, c'était injuste de représenter une femme et laisser l'autre. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs c'est double identité, puisque c'est la femme de Goma qui a des identités. Donc, c'est une série qui a 3 étapes. De la réalité sur le média, c'est qui m'a révoltée. De la femme qui pleure et tout, la femme qui est emprisonnée par le média, enchaînée par le média, la femme qui disparaît derrière les étiquettes, les gros titres de médias. Et puis après, il y a cette étape où je montre les 2 femmes qui existent. La femme qui a été violée, qui est à Goma, qui a une autre histoire à raconter, une femme entrepreneur, une femme qui montre le sourire, une femme belle, une femme qui a des rêves, qui a des ambitions. Ça, c'est la 2e étape. Et puis à la fin, je montre le rêve qui ne se brise pas, l'espoir qui est là. Cette femme qui a été violée a le rêve de devenir mannequin un jour. Cette femme qui est déplacée rêve un jour de devenir enseignante. C'est des choses qui sont là, c'est vraiment une réalité, mais les médias internationaux, surtout, s'intéressent à cette autre femme. J'ai jamais compris pourquoi. Peut-être c'est beaucoup plus vendant, c'est beaucoup plus choquant, parce que quand on voit un homme qui pleure et une femme qui pleure, c'est jamais la même chose. Donc ça m'a fort révoltée et donner le pouvoir, la puissance à cette série, parce que c'est presque l'objectif de ma vie. Donc, c'était la série de ma vie. Aussi, il y a la mode qui a intervenu, le maquillage et tout, les autres artistes à Goma. Parce que c'est assez important pour moi aussi de faire intervenir d'autres artistes pour non seulement encourager, mais aussi à travers mon travail, faire découvrir aussi leur travail. Je suis assez contente aujourd'hui avec Diane qui évolue et tout. Donc, c'est pour moi intéressant. Et cette série a fait beaucoup de bruit positif et négatif. Parce que j'ai presque été bannie par la presse. C'est vrai? Oui, aujourd'hui, je travaille presque plus avec la presse. Parce que, entre guillemets, je les trahis, quelque chose comme ça. Je ne travaille pas sur certains sujets. Voilà. Donc, ça m'a coûté un peu, mais je peux dire 30%. Mais 70%, c'était assez positif et la série a été exposée plusieurs fois, a gagné plusieurs prix, entre autres le prix Dior, les Cap Prize. Donc, et je pense aujourd'hui, la série est presque partout dans le monde, que ça soit dans les galeries, dans des bureaux, dans des maisons, presque partout. Donc, c'était bien. Wow. C'est ce qu'on appelle décoloniser l'image. C'est ce qu'on appelle se déchaîner. C'est ça. C'est aussi question d'avoir des ambitions. Ouais. Oui. Et croire à ces ambitions-là. Je suis content que tu appelles ça la série de ta vie. Parce que pour moi, je vois aussi vraiment que c'est une série de ta vie. Ouais. Et on dit que pour faire couler toute une montagne, il suffit qu'un grain de sable se bouge pour que toute la montagne s'écroule. Donc, moi, je te considère comme ce grain de sable et que, bon, voilà, tu vas entraîner plusieurs autres mouvements autour de toi, si ça n'a pas encore commencé. Peut-être pour aller vers la fin de notre NNP podcast, est-ce que tu as des conseils que tu peux donner aux jeunes filles, bien sûr aussi à tous les jeunes garçons? Ça serait quoi que tu aimerais peut-être partager avec tout le monde aujourd'hui? Prenez les risques. Comme on dit à Lingala, tia mutu bakata. Parce que des fois, on se limite. Pourtant, on a beaucoup de potentiel. Quand je postulais pour le prix Dior, je me disais jamais, genre, ça va pas être possible. Mais pour moi, c'était juste, OK, même si les jurys voient cette série, pour moi, c'est déjà bon. Donc, j'ai pris les risques et je pense, dans tout ce que je fais, je prends le risque de faire quelque chose et j'y mets tout mon potentiel. Et je pense que la jeunesse aujourd'hui devrait le faire. Que ça soit les femmes, que ça soit les hommes et tout, tout le monde, on devrait prendre le risque. Si je peux dire quelque chose directement aux femmes, entre guillemets, ce que je peux dire est que personne ne va te sauver. Tu es ta propre héroïne. Donc,
tout commence dans ta tête. Tu prends la décision, tu passes à l'acte, tu fais ce que tu dois faire et personne ne viendra le faire à ta place. Et si tu attends que, OK, l'humanité, OK, l'Union européenne, OK, Jerry, OK, quelqu'un, OK, tu vas faire quelque chose, mais tu ne feras pas ce que tu devrais faire. Donc, tu es ta propre héroïne et tu dois te sauver toi-même. Ouais. Parce qu'il y a des fois, OK, on la prend parce que c'est une femme, mais après, rien n'est là pour favoriser ton développement. Donc, tu es juste là. Donc, c'est pas vraiment accompagner la femme. Et la question de la femme, c'est une question universelle. C'est une question qui regarde tout le monde. La façon dont, aujourd'hui, on peut accompagner la femme, c'est lui donner l'opportunité de montrer et de développer ses capacités. Il y a beaucoup de choses que la femme peut faire, mais le monde ou l'humanité ne lui donne pas cette opportunité et l'accompagnement nécessaire pour y arriver. Voilà, donc peut-être pour moi, pour ajouter à ce que Pamela est en train de dire, pour tous les jeunes, que ce soit les jeunes filles, que ce soit les jeunes hommes, c'est que ce que nous devenons en tant que personne, notre développement personnel attire les opportunités qui nous permettent de devenir des gens importants dans la vie. Si vous êtes sur Internet, tapez seulement sur Google Pamela Tulizo, vous allez voir. Je suis même sur Wikipédia. Plein d'articles. D'ailleurs, j'ai trouvé ta présentation sur Wiki. Donc, elle est sur plein d'articles, tout simplement parce qu'elle a su se développer. Elle a commencé par chercher le savoir. Le savoir, c'est très, très important. Peu importe là où vous vous trouvez, commencez à chercher les savoirs là où vous êtes. L'Internet, aujourd'hui, nous a permis d'avoir accès à plein d'informations. Et c'est ça la base. Être suffisamment informé et formé dans le domaine qui vous tient à cœur. Il y a quelqu'un qui a dit encore, le succès, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. Parce que si une opportunité te trouve aussi pas préparée, c'est l'échec, c'est le chaos technique. Donc, rassurez-vous d'être préparés, chers jeunes, que nous sommes. Donc, ne nous limitons pas à l'université, diplôme d'université. Ça, c'est une partie des informations qu'on reçoit dans la vie. Mais il y a plusieurs autres informations que nous devons chercher pour se rassurer qu'on est compétitif sur le monde du marché, de l'emploi, de gens qui sont en train de changer la cour des choses dans le monde. Il faut aussi savoir investir dans la connaissance. Bon, peut-être, ça c'est parmi les problèmes qui nous bloquent, c'est qu'on attend une formation gratuite pour être formé. OK, on te donne la formation gratuitement, tu attends aussi un transport, tu attends pour être formé. Et ça, c'est vraiment un problème que j'ai remarqué. Et ça va pas nous aider à évoluer du point de vue professionnel et aussi artistique. Et les jeunes, aujourd'hui, on doit savoir investir dans la connaissance. Ça, c'est très important. En fait, je crois que c'est parmi les meilleurs investissements que vous pouvez faire dans votre vie. Découvrez votre niche, votre battement de cœur en termes de carrière. Trouvez ça, investissez-vous. Que ce soit en énergie, en temps, en dépenses, argent, investissez tout ce que vous pouvez investir pour vous rassurer que vous comprenez exactement ce que vous voulez faire ou le métier que vous voulez faire. Il n'y a pas de raccourci dans cette vie, ça je ne cesse de le répéter. Chaque chose que tu veux faire, tu veux être un entrepreneur, apprends l'entrepreneuriat. Écoute des lectures sur l'entrepreneuriat, cherche des livres, essaye des choses. C'est là que tu vas retrouver ton chemin. Ouais. Sinon, merci beaucoup Pamela. Je peux te compléter un tout petit peu? Oui, complète-moi s'il te plaît. Quand tu disais, quand tu découvres ce que tu dois faire, parce que j'ai compris qu'à Goma, je pense ailleurs aussi, c'est que en cherchant les choses faciles, raccourcies, on ne fait plus la différence. Donc, on cherche à faire ce qui est facile, on imite ce qui nous arrange et tout, ce qui est facile, accessible et tout. Et aujourd'hui, il y a plus cette créativité, il y a plus la différence. Tu vois, c'est la même chose tous les jours. OK, il y a peut-être vague de photographes, il y a vague de slameuses, il y a vague de peintres et tout. Et
Quand je vois, OK, pour Jerry, ça a marché. Moi aussi, je vais faire ça. Ouais. Et tu ne creuses pas vraiment au fond de toi pour savoir c'est quoi ta passion, dans quoi tu es bon. Tu veux faire ce qui marche. Tu te dis, bon, pour lui, ça a marché et tu ne sais pas vraiment les fonds. Peut-être que tu trouves que ça a marché et tu ne peux pas aimer vivre la vie que je vis pour que ça marche. Oui, par et exemple. ça tue vraiment la jeunesse à Goma, puisque voilà, tout le monde fait ce que tout le monde fait. Ouais. Il n'y a pas cette particularité, il n'y a pas de nouvelles choses. Donc, il faut que la jeunesse congolaise, surtout les artistes, arrêtent de copier-coller. Même si tu copies, quand tu vas montrer, par exemple, un travail, quand tu vas faire ceci ou cela, on te dit, Tu dis, mais ça, c'est tel, ça. Tu connais le travail de tel, ça c'est son travail. Bon, c'est bien, mais OK. Ouais. Donc après, il n'y a pas d'identité, il y a pas de créativité, ça reste la même chose. Donc il faut creuser au fond de soi pour savoir, OK, qu'est-ce que je peux faire, dans quoi je suis bon, qu'est-ce qui me passionne, mais aussi, qu'est-ce que j'apporte de nouveau. Et d'ailleurs, peut-être c'est l'occasion de les signaler ici. Avec Pamela, nous sommes en train de préparer un bootcamp sur comment orienter les artistes dans leur démarche artistique et comment arriver à avoir un dossier artistique qui vous distingue. Je rappelle bien. Ouais. Et pour nous, je tiens à signaler que c'est pas une formation gratuite. Parce que après, quand c'est gratuit, les gens ne se donnent pas à fond. Ouais. Et au moment opportun, on va partager sur comment et quand est-ce que ce bootcamp-là va... C'est quoi bootcamp? Un bootcamp, c'est pour ceux qui ne comprennent pas, c'est une formation intense et rigoureuse. Okay. Donc, c'est beaucoup de matières en même temps, mais à un moment réduit, qu'on essaie de se rassurer comme voilà, on pompe dans la tête des gens. Okay. Donc, soyez prêts. Nous, on n'est pas compliqué. Que ça soit juste une seule personne, tant mieux que ce soit cette personne. On s'est dit, bon voilà, cette personne-là a exactement compris ce qu'il faut faire et que, bon voilà, il est prêt à affronter le monde. C'est ça le plus important pour nous. On n'a pas besoin de... Mais je pense que cette formation est tellement intéressante et très importante puisque c'est même la base pour avoir une bonne carrière. Ce qui fait assez que certains artistes ne sont pas sélectionnés pour des opportunités parce qu'il n'y a pas une valeur ajoutée. Oui. Il n'y a pas une démarche personnelle. Voilà, avoir un bon CV, avoir ta biographie, un portfolio, ce genre de choses. Merci beaucoup Pamela pour ce temps vraiment très très valeureux pour les auditeurs, mais pour moi aussi qui a essayé d'apprendre beaucoup de choses sur ton travail, sur ta vie. Merci beaucoup pour cela. Donc c'est dans ce sens-là que nous sommes en train de finir ce NNP podcast où nous partageons avec plusieurs invités sur l'industrie créative et la croissance économique en République démocratique du Congo. Comprenez que la jeunesse, nous sommes les moteurs de cette croissance économique et nous sommes la puissance de ces pays, les pays que nous sommes censés construire. Le secteur public sans un secteur privé dynamique, on ne peut pas s'attendre à des choses ou à des changements majeurs dans cette vie. C'est un peu ça l'objectif de ces podcasts. Aimez, partagez. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur nos plateformes Facebook, Twitter, Instagram, mais aussi aller à Pamela Tulizo, à Pamela Elspace, à Laini Shop pour voir ce que Pamela fait d'une manière générale. Tel dit, je crois qu'on se retrouve à la semaine prochaine pour un nouveau épisode de NNP Podcast. Le goût d'immédiat. C'est le son de qualité et les belles images qui nous émerveillent. Niragomongoma Production. Une production audiovisuelle. Qui parle de vous comme dans vos rêves. NNP. Niragomongoma Production. Joignez-nous pour vos productions audiovisuelles et de qualité.